le samedi 20 juillet 2024 et nous voulons être fidèles à notre rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est relatif à tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Je peux me permettre de vous le rappeler. Nous avons vécu l'annulation des notes prises par le ministre de l'Économie et des Finances, qui lui-même a annulé les notes qui ont été prises par le directeur général des impôts. Et nous avons essayé de faire un recul, puisque dans le même temps, je crois que vous avez suivi le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui a essayé de parler des groupes politiques du Congo qui semble-t-il, ont créé et entretenu une polémique pour s'attaquer au président de la République et à ses résultats. Mais nous souhaitons avoir dans notre démarche, chaque fois que nous le pourrons, des preuves. Donc, s'agissant du sujet d'aujourd'hui, nous voulons parler de la réaffirmation de l'autorité de l'État. Nous voulons en parler parce que lorsque nous prenons notre Constitution, notamment l'article 50, il est dit clairement que tout citoyen a le devoir de se conformer aux lois et règlements de la République et a l'obligation de s'acquitter de ses droits vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de la société. Nous revenons sur ce sujet parce que assez souvent, nous avons d'ailleurs vécu la situation avec le débat que l'on a eu à propos du changement de constitution, et assez souvent nous reviendrons là-dessus. Est-ce que les gouvernants congolais respectent les lois et règlements de la République? Est-ce que ceux qui se sont battus, qui ont défendu la thèse du changement de constitution en 2015, sont eux-mêmes aujourd'hui en conformité avec la loi? Ou ont-ils voulu prouver en réalité que cette démarche n'était fondée que sur un objectif, la conservation coûte que coûte du pouvoir? Bref, mais nous allons nous permettre de rappeler un certain nombre de faits. Pour cela, nous avons essayé de procéder à la relecture du projet de société Ensemble poursuivant la marche. Et nous nous sommes intéressés à l'aspect renforcer l'état de droit, la stabilité et la démocratie. Et là-dedans, nous avons découvert que les lois et règlements de la République régissent notre vie. Et ils sont à respecter sans faille par toutes les autorités et tous les agents de l'État investis des pouvoirs à cet effet. Ils sont à respecter de façon scrupuleuse, sous peine de sanction ou de condamnation. Voilà ce que nous avons découvert. En fait, ça veut dire que nul n'est au-dessus de la loi. La loi, elle est dure, mais elle doit s'appliquer à tous. Et quand nous poursuivons cette démarche, nous nous référons au programme d'action gouvernementale qui a été présenté par Anatole Collinet-Makosso le 21 juin 2021. Et là-dedans, nous avons vu qu'il disait qu'en clair, je réitère ma détermination à affirmer l'autorité de l'État, à faire revivre les conseils de discipline et à veiller à l'application des sanctions. La question, est-ce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui? Nous commencerons par un premier aspect, c'est la cacophonie qui est observée au niveau du gouvernement en ce qui concerne le respect et l'application des lois et règlements de la République. Nous l'avons vécu d'ailleurs avec le défunt Premier ministre Clément Mwamba, que Dieu ait son âme. Parce qu'à l'époque, il vous souviendra, si vous avez oublié, je vais vous le rappeler, en mai 2017, le ministre des Postes et des Télécommunications s'étant rendu compte qu'au niveau de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, les textes n'étaient pas respectés, parce que selon les textes de cette structure, le directeur général est nommé pour un mandat non renouvelable de 6 ans. Et il avait constaté que le directeur général qui était en poste avait été nommé le 30 décembre 2009 et qu'on se retrouvait en 2017. Donc, logiquement, en 2015, son mandat était achevé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a constaté qu'il y avait un vide. Et le ministre Ibombo a nommé un directeur général par intérim. Et
vous souviendra qu'immédiatement, il a été recadré par le Premier ministre Clément Mwamba et des démarches ont été menées pour réinstaller l'ancien directeur général. Vous constatez bien qu'il y a des problèmes d'interprétation et même d'application des textes au niveau du gouvernement. Par la suite, toujours avec le Premier ministre Clément Mwamba, en juillet 2017, Madame Lydia Mikolo, ministre de la Santé, avait suspendu la directrice générale du CHU, le Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, Madame Ambiero, et avait nommé un de ses conseillers techniques comme directeur général par intérim au niveau de cette structure. Curieusement, cette fois-ci, elle n'a pas été recadrée par le Premier ministre. Ça signifie quoi? 2 poids, 2 mesures. On applique la loi ou on ne l'applique pas, et si on l'applique, on doit l'appliquer à tous. Bref, c'est un épisode que nous avons connu. Mais ces jours-ci, nous avons vécu l'épisode au niveau de la Caisse congolaise d'amortissement, où nous avons découvert une note de service prise par le directeur, par le ministre de l'Économie et des Finances, nommant un directeur général par intérim de cette structure. Par la suite, le ministre des Finances a été recadré par le Premier ministre qui a rappelé les dispositions à la matière. Ça veut dire que cette note devait être annulée. Malheureusement, 2 ou 3 jours après, il y a eu un conseil des ministres qui a confirmé la nomination qui avait été faite par le ministre de l'Économie et des Finances. Donc, vous voyez bien qu'il y a une valse qui nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Par la suite, nous avons également découvert que le directeur général des impôts a pris plusieurs notes de service nommant à des postes de responsabilité dans cette structure. Ces notes ont été annulées par le ministre de l'Économie et des Finances, ce qui nous intéresse parce qu'il s'agit d'une structure qui est chargée du recouvrement des recettes fiscales et dans laquelle il doit régner un bon climat. Et malheureusement, pour l'opinion a relevé que si on avait recadré le directeur général des impôts, ça n'avait pas été le cas pour le directeur général du Trésor, qui avait nommé également de la même façon des responsables et des cadres au niveau du Trésor au mois de juin de cette même année. Alors donc, vous voyez bien qu'on est dans une situation qui nous amène à nous interroger, à nous poser des questions. Et je tiens à vous rappeler à ce propos que vous avez vécu l'altercation au niveau de l'Assemblée entre un député et le président de l'Assemblée, où il était ressorti clairement, et le Premier ministre avait intervenu là-dessus, que même à ce niveau, il y avait des difficultés d'interprétation des textes et même de leur application. Donc, c'est un problème qui est véritablement réel dans notre pays. Nous allons essayer de le voir à travers quelques exemples. Le premier exemple que nous allons citer, que vous connaissez bien parfaitement, c'est l'exemple du jeune Fred Jonas Makita, qui a été nommé, installé comme contrôleur budgétaire à l'hôpital général de Dolisie le 7 juin. Mais, curieusement, le 27 juin, le Conseil des sages, je ne sais pas si c'est par rapport à quel texte, le Conseil des sages a introduit une fiche auprès du ministre de la Santé et de la Population pour demander qu'on relève ce jeune parce que, soi-disant, il ne visait pas un certain nombre de documents relatifs à son travail. Et vous avez suivi également les discussions qu'il a eues avec le directeur général parce que très tôt, Fred Jonas Makita a découvert qu'il y avait un réseau mafieux dans cet hôpital qui était pratiquement géré par et le directeur général et l'agent, la dame qui est agent comptable et certainement plusieurs autres, de sorte que lui, il a fait opposition, ce qui est normal dans le cadre de ses fonctions, pour viser un certain nombre de documents s'il n'y avait pas la transparence, s'il n'y avait pas la clarté. Et figurez-vous que le directeur général lui a dit, je vais aller à Brazzaville, en rendre compte au ministre et au retour, vous verrez. Dans tous les cas, tu es jeune, tu veux construire. La ligne que tu découvres, il suffit que tu vises et tu auras aussi ta part. Donc, en fait, on a découvert à travers cet exemple de l'hôpital général de Dolisie
qu'il y a effectivement ce que nous n'avons de cesse de dénoncer, c'est-à-dire la protection des responsables des scandales et crimes économiques et financiers, sinon les responsables des détournements et de la corruption dans la plupart de ces structures. Et finalement, quand le directeur général revient à Brazzaville, il vient à Brazzaville, il repart à Dolisie, c'est avec une note, cette fois-ci du ministre Gatsé, qui relève ce jeune, qui n'aura même pas fait un mois. Et finalement, ce jeune a été entendu à la CID. Le directeur général y a été entendu, semble-t-il, d'après les informations que nous avons, le 11 juillet. Et il y est détenu jusqu'à ce jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Fred Jonas Makita avait raison. Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut sanctionner? Et on pose la question au gouvernement. Est-ce qu'il est normal de sanctionner des gens qui travaillent pour l'intérêt général? De sorte qu'aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, pourquoi on tarde à réinstaller Fred Jonas Makita à ce poste? Au moins, Fred Jonas Makita aura eu l'avantage de nous faire ressortir qu'en moins d'un mois, il a découvert des choses que les nombreux organes de contrôle de gestion de ce pays n'ont jamais pu découvrir. En fait, on pourrait dire qu'ils sont complices de cette gestion, puisque le directeur général de l'hôpital de Luanville a dit, ce que tu observes ici se passe dans tous les hôpitaux généraux, en fait, pas seulement tous les hôpitaux généraux, toutes les structures de Brazzaville. Donc, vous voyez bien que c'est un cas patent qui fait apparaître l'irrespect total des lois et règlements de la République. L'autre exemple auquel je vais passer, c'est l'exemple de la haute autorité de la lutte contre la corruption, qui est censée recevoir les plaintes et les dénonciations concernant la lutte contre la corruption et les autres aspects assimilés. Cette même commission, cette même haute autorité de lutte contre la corruption est également chargée de diligenter les enquêtes et les investigations et de veiller à leur bon déroulement. Enfin, elle est chargée d'ester en justice au nom de la haute autorité de lutte contre la corruption. Nous insistons sur cet aspect. Pourquoi? Mais parce que nous insistons et nous insisterons toujours sur cette déclaration que cette institution a faite le 9 décembre 2023 en relevant qu'elle avait mené des enquêtes, une trentaine d'enquêtes et d'investigations, qu'elle était prête à procéder aux délibérations et à publier les résultats et à saisir la justice. Ça devait se faire avant la fin de l'année 2023. Nous sommes aujourd'hui pratiquement 7 mois après. Ces plaintes, ces délibérations ne sont pas toujours faites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre système de gestion, non seulement on ne respecte pas les lois et règlements de la République, il y a des violations flagrantes, mais en plus, on vient pour protéger les responsables des scandales de crimes économiques et financiers. Et ce n'est pas normal que ça se passe, même au niveau des structures de l'État. Ce qui nous surprend en ce qui concerne la haute autorité de lutte contre la corruption, c'est que depuis qu'il y a eu cette situation, mais le gouvernement est silencieux. Le gouvernement est silencieux, il n'y a pas d'interpellation, on dit qu'on est en paix, on fait un certain nombre de choses. On pourrait dire que, mais dans tous les cas, nous l'avons régulièrement dénoncé, que les gouvernants ont choisi de protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers, et le faisant, ils plongent les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Maintenant, nous allons venir à un cas qui est plus intéressant, où nous allons nous interroger comment les gouvernants se comportent vis-à-vis du respect des lois et règlements de la République. Et je vais revenir sur quelque chose que je ne cesserai de rabâcher. Le premier aspect que je vais porter à votre connaissance, et vous le savez, mais je l'ai déjà dit, mais je le redis, le Parti congolais du travail, grand parti glorieux, semble-t-il, au niveau du Congo, n'est pas en conformité avec la loi. Et ceci, s'il y a une référence, nous dirons pratiquement depuis 2002. Et quand nous l'évoquons, nous voulons insister et dire pourquoi. Pourquoi nous disons que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi? Il n'est pas en conformité avec la loi. D'abord parce que depuis 2002, les membres de ce parti n'ont pratiquement jamais déclaré leur patrimoine, conformément à l'article 48
de la Constitution du 20 janvier 2002 et par rapport à l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015. Jamais. Ils ne l'ont jamais fait conformément à la loi. Même les zigzags qui ont été faits entre-temps avec la Cour suprême ont prouvé suffisamment à tout le monde que ce n'était pas fait conformément à la loi. Mais en plus, lors de leur congrès de décembre 2019, le Parti congolais du travail a déclaré clairement que les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire le camarade Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire en fait président du Parti congolais du travail. Ils l'ont dit haut et fort, tout en sachant que la constitution pour laquelle ils se sont battus pour aller au changement, soi-disant pour faire évoluer les institutions, dit clairement dans son alinéa 2 de l'article 80 de cette même constitution que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Le faisant, en fait, le Parti congolais du travail a violé l'article 50 dont j'ai parlé plus haut, mais ensuite a violé l'article 26 de la loi 2017 du 12 mai 2017 qui dispose clairement que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et quand on prend ces deux exemples, on se rend compte que la violation n'est pas seulement constatée au niveau du gouvernement, mais elle est constatée au niveau également du Parti congolais du travail. Et cet aspect est extrêmement grave. La conséquence de ce constat, c'est quoi? La conséquence de ce constat, c'est que le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail par rapport à la bonne interprétation de la Constitution, même si il y en a qui pensent il y en a qui s'érigent en experts en droit constitutionnel. Je suis surpris que ceux qui sont des spécialistes du droit constitutionnel au Congo n'aient pas pu faire cette remarque et ce constat. Et ça nous amène à dire quelque chose que nous avons assez souvent dit. Le président de la République du Congo est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Il est président du Parti congolais du travail en violation de la loi. Et pour le président de la République, nous attirons toute votre attention. Pourquoi? Mais parce que conformément à l'article 77 de la Constitution, le président a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Maintenant, ce n'est pas ça qui est seulement le problème. Le problème, c'est que votre humble serviteur que je suis a introduit en juin 2020 une requête aux fins de recours en inconstitutionnalité de l'élection ayant reconduit M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, en fait président de ce parti. Et la réponse de la Cour constitutionnelle, elle est claire. Par décision 005, barre DCC, barre SVA 20, barre 20, du 31 juillet 2020, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Mais elle a choisi de transmettre cette décision pour notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, au ministre chargé de l'Intérieur et au ministre chargé de la Justice. Depuis 2020. Et figurez-vous que depuis 2020, ce problème n'a pas trouvé de solution. Ce problème n'a pas trouvé de solution. Ça veut dire que nous sommes, et lorsqu'on dit que les institutions fonctionnent correctement, il y a véritablement un problème. Mais pour ceux qui estiment parler de l'élection de 2026, parler, etc., d'un certain nombre de choses, il faut qu'ils sachent que cette situation a une grande implication au plan de la gouvernance électorale. Pourquoi? Mais le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Deux, il est clair que le président du
Parti congolais du travail, ne peut pas organiser une élection libre, démocratique et transparente. C'est une situation anormale. Mais quand on jette un regard sur notre passé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pratiquement depuis 2002 jusqu'à ce jour, toutes les élections qui se sont déroulées dans ce pays se sont déroulées dans le déni de la démocratie et dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Et je pense en cela déjà, avant que je ne continue, je pense déjà en cela au ministre Raymond Zéphiré Mboulou, qui avait déjà fait annoncer qu'il y allait avoir une concertation nationale. Il pourrait expliquer, le ministre Mboulou, un certain nombre de choses. La première des choses que le ministre Mboulou peut expliquer aux Congolais, c'est comment on a fait pour que le directeur général de l'administration du territoire publie une liste des partis en juin 2018, soi-disant conforme à la loi. Liste dans laquelle le Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi, figurait. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on peut pousser. On peut demander au ministre Mboulou d'expliquer comment il a publié le 21 octobre 2020 l'arrêté 13205 du 21 octobre 2020, donnant la liste des partis pour l'année 2020, et le parti qui figure en premier, le numéro un, c'est le Parti congolais du travail, tout en sachant qu'il n'est pas en conformité avec la loi. Mais c'est extrêmement flagrant. Et qu'est-ce qu'on fait? On est là, on découvre, et les Congolais découvrent le manque de neutralité de l'administration congolaise, mais surtout son côté partisan, qui fait que généralement, nos élections sont considérées comme des élections truquées, parce que dès le départ, tous ces problèmes fondamentaux ne sont pas résolus. Et c'est extrêmement, extrêmement grave. J'ose espérer que lorsqu'on parle de l'élection de 2026, j'ose espérer qu'on tiendra compte de ces aspects et qu'on essaiera de mener les démarches pour que ça se fasse conformément à la loi. Dans tous les cas, la concertation que le ministre Mboulou avait annoncée, qui a, semble-t-il, déjà eu lieu et qui, pour certains, dit-on, améliore, mais en fait n'a rien amélioré, n'est basée sur aucun texte ni réglementaire ni législatif. Et on peut rappeler au gouvernement que le texte qui existe en la matière, enfin le texte qui existe en la matière, conformément aux articles 227 et 228 de la Constitution, c'est les textes qui mettent en place le Conseil national de dialogue, qui malheureusement n'a jamais été formellement mis en place. Voilà par rapport à cet aspect, la situation dans laquelle le Congo se retrouve. Et c'est une situation extrêmement difficile. Nous découvrons aujourd'hui, et nous le disons aux Congolais, nous allons y revenir, que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Alors. Mais je vais vous présenter deux éléments que j'ai sous les yeux. Le premier élément que je peux vous présenter, c'est cette lettre. Cette lettre, c'est la lettre qui est envoyée par le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, au secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, lettre envoyée le 26 octobre 2022 pour le féliciter pour sa réélection, le Parti communiste chinois, en tant que secrétaire général de ce parti en 2022. Mais le document est là. Donc, que veut en réalité le PCT lorsqu'ils savent qu'ils sont en violation? Et après, on se permet de parler de paix. Est-ce qu'on peut être serein en parlant de paix lorsqu'on ne respecte pas les lois et règlements de la République? Et après, bon, on nous fera venir certainement le ministre rwandais des Affaires étrangères ou une autre personnalité pour venir essayer de s'initier dans les affaires intérieures de notre pays, dont on n'a pas toujours la maîtrise. La deuxième lettre que je vais vous montrer, elle est là. Celle-ci est signée
du secrétaire général du Parti congolais du travail. Et celle-ci est récente. Elle est récente. Elle est du 21 juin 2024. Donc, il y a à peine un mois que ça a été envoyé. Et je vous lis le troisième paragraphe. Le troisième paragraphe qui dit ceci. Au nom du camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, PCT, président de la République, chef de l'État, je suis heureux d'adresser mes chaleureuses félicitations à l'ANC et à son président, son Excellence Cyril Ramaphosa. Vous voyez bien la question que je pose aux Congolais et que je pose à nos frères et amis du PCT. Qu'est-ce que ça veut dire que vous savez que vous ne respectez pas la loi? Vous savez que vous violez en toute impunité les lois et règlements de la République. Qu'est-ce que ça veut dire ces actes? Et les actes que je vous présente, l'un est signé par le président de la République, président du comité central du Parti congolais du travail. L'autre est signé par Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail. Quel est le message que l'on fait passer au niveau des Congolais, au niveau des institutions, lorsqu'on vit ces situations? Et lorsqu'on souhaite l'omerta, certainement, parce qu'on estime qu'on a créé au Congo un climat de terreur qui fait que les Congolais ne peuvent pas parler. Mais les voix s'élèvent, malheureusement. Et nous allons voir par la suite comment ces différentes situations peuvent être réglées. Maintenant, je porte à la connaissance des téléspectateurs et surtout des Congolais que nous sommes dans une situation difficile. C'est le président Sassou qui a déclaré le 23 mars 2024 que le ver est dans le fruit. Il nous faut le détruire, pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Voilà la preuve. Et comment on peut avancer? Et comment on peut après parler d'élections libres, démocratiques et transparentes? Surtout, que je vous rappelle la déclaration que le président Gbagbo a faite en disant que la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qui est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. les acteurs politiques congolais, les gouvernants congolais doivent en tirer toutes les leçons. Mais j'ajoute à cela la déclaration faite par le président Sassou lui-même en novembre 92, et nous revenons assez souvent. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Alors je me tourne vers les Congolais. Où sont les démocrates congolais? Comment on peut violer la Constitution pendant autant d'années et que les démocrates se muent dans un silence inexplicable? C'est quoi? C'est la peur? C'est quoi? Et c'est comme ça que nous entendons défendre l'intérêt général au niveau du Congo. Je suis préoccupé par cette situation et je pense que les Congolais devraient la regarder, la vivre de près. Et on peut conclure. Moi, je suis un acteur politique congolais. Je peux conclure qu'en fait, nous, les acteurs politiques congolais, nous ne parlons pas vrai aux Congolais. Nous disons une chose et nous ne la respectons pas. Nous faisons croire aux Congolais que nous sommes en conformité avec la loi, mais nous ne le sommes pas. Et cette situation, j'ai tenu à la relever. Parce qu'au moment où, pratiquement dans toutes les réunions, on crie partout, dans toutes les retrouvailles du PCT, camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais, ça veut dire qu'on clame haut et fort, on viole la loi fondamentale de notre pays, qui devrait être considérée comme possédant un caractère sacré. Et c'est véritablement inacceptable. Et c'est le président Sassou qui avait dit dans l'un de ses messages sur l'état de la nation que les difficultés de l'heure ne doivent pas nous entraîner, ne doivent pas nous amener à choisir le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. D'où vient que, et le PCT, plusieurs partis, et les gouvernants sont
en situation de non-conformité à la loi. Ce que je dis pour le président de la République est valable pour le président de l'Assemblée, pour le président du Sénat, qui d'ailleurs avait présidé lui-même le congrès de décembre 2019. C'est valable pour le Premier ministre, c'est valable pour bien d'autres choses, évidemment. On essaiera de dire que Mirassal veut se mettre en expert en droit constitutionnel. Non, je ne le suis pas. Mais je prends la Constitution, je la lis, et je peux poser la question au juriste pour comprendre. Donc voilà pour cet aspect des choses. Mais avant de passer à la conclusion, je vais aborder 3 aspects. Le premier aspect, non 4 d'ailleurs, le premier aspect que je tiens à aborder, j'ai déjà intervenu là-dessus. C'est relatif à l'intervention du ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui est venu, semble-t-il, je ne sais pour quelle raison, essayer de s'attaquer aux partis de l'opposition qui ont pris position sur le problème de la vente ou de cession des terres au Rwanda. J'ai trouvé cette déclaration malheureuse et je l'ai dit. Je ne veux pas d'ailleurs faire davantage de commentaires parce que j'aurais souhaité que le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale se penche et explique aux Congolais, puisqu'il a pensé faire la pédagogie, qu'il explique aux Congolais qu'est-ce qui s'est passé le 27 juillet 2021 lorsque l'ambassadeur rwandais est parti voir le ministre congolais des Affaires foncières pour demander des actes fonciers pour les terres que le gouvernement congolais aurait données à l'État rwandais dans le cadre de la coopération sud-sud. Le deuxième point, j'aurais voulu, puisqu'il a parlé de faire de la pédagogie, qu'il explique aux Congolais qu'est-ce qui s'est passé pour que le 30 mars 2024, la chaîne nationale de télévision rwandaise ait pu annoncer que du 4 au 8 mars 2024, il y avait une délégation des membres du secteur privé rwandais qui est venue au Congo visiter les 2 sites des terrains que le Congo avait offerts au Rwanda et qui étaient devenus la propriété des Rwandais. C'est pour ça que nous tenons à rappeler, non pas seulement au ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, mais nous tenons à dire au peuple rwandais et au peuple congolais que les Congolais se sont mis debout. Et ils ont dit pour cette question, non à la vente des terres, non à la cession sous quelque forme que ce soit des terres au Rwanda, oui pour l'annulation pure et simple de tous ces accords. Et c'est l'annulation que nous attendons parce que je crois que nous avons suffisamment intervenu là-dessus pour qu'on ait pu à y revenir. Le deuxième aspect que je vais aborder, le Premier ministre a signé une note de service mettant en place une commission ad hoc pour renflouer les caisses de l'État. Aujourd'hui, la situation économique, financière et sociale est très, très difficile. Regardez même la rencontre que les syndicats des retraités ont eue avec le ministre chargé du Travail et de la fonction publique. On avait promis de payer aux retraités 1 mois la semaine qui suivait, mais nous sommes au regret de constater que les retraités ne font que constater que c'était encore une fausse promesse. Ne continuez pas à vous moquer de nous. Nous entendons des sirènes siffler, dire qu'il y a un trou, le trou le plus profond, que le pays n'a pas d'argent, etc. Mais expliquez pourquoi le pays n'a plus d'argent. Je crois savoir que nous sommes dans la transparence et dans la bonne gouvernance. Donc, il faut expliquer aux Congolais, surtout au moment où le baril du pétrole caracole et le dernier comité de fixation des prix a retenu pour le 2e trimestre le prix du baril à $83, au-delà des $77 qui ont été retenus dans le budget 2024. C'est pour ça que s'agissant de cette commission, nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour dire il y a des possibilités. Il faut que les gouvernants arrêtent de protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers. Et nous revenons sur les dossiers, ils sont très nombreux. Les 14 000 milliards
L'argent débloqué pour une route imaginaire de 137 kilomètres, les 9 milliards des pensions de novembre et décembre 2016 détournées à la crève, les malversations financières au fond de soutien à l'agriculture, le dossier du FIGA, les 160 milliards détournés, semble-t-il, entre 2020-2022 au niveau du ministère de la Justice. Non, les dossiers, ils sont là. Nous souhaitons que cette commission prenne en charge tous ces dossiers pour arrêter de faire souffrir les Congolais. Parce qu'en réalité, les Congolais souffrent. Et j'ose espérer que les gouvernants ont bien pris conscience que le changement de constitution en 2015 ne visait pas la souffrance et la misère des Congolais. Et nous constatons que même avec l'assistance du Fonds monétaire, puisque le programme s'arrête dans 6 mois, même avec l'assistance du Fonds monétaire, la dette n'a pas baissé, au contraire, elle ne fait que croître. Les Congolais sont dans la misère et aujourd'hui, beaucoup ne perçoivent même plus leur salaire. Vous voulez qu'ils vivent comment? Donc, nous osons espérer que cette commission va travailler d'arrache-pied pour que nous allions de l'avant. Maintenant, le troisième aspect que je vais aborder. Je suis très heureux du soutien que vous apportez à l'émission Grand Angle. Je suis très heureux des messages que vous m'envoyez en disant que chaque samedi, vous vous attendez à la suivre. Et ça me fait une obligation vis-à-vis de vous pour qu'à chaque fois, nous soyons en pleine communion et que nous abordons un thème. Je suis également préoccupé par les messages que vous me faites parvenir. Merci pour ceux qui me demandent d'accorder une attention particulière à ma sécurité. Merci pour ceux qui me disent qu'il semble qu'il y a des lobbies qui travaillent parce qu'ils ont décidé, comme on aurait décidé de coincer Clément Mirassa, on aurait décidé d'arrêter Droit de savoir et Grand Angle, parce que ces émissions qui font prendre conscience sur beaucoup de choses. Pardonnez-moi si je déraille parfois, mais je m'efforce à ce que nous soyons sur la vérité, à ce que les Congolais prennent conscience d'un certain nombre de problèmes qui sont les leurs. Parce que c'est en ayant la connaissance de ces faits que nous avancerons et que nous pourrons vivre correctement ensemble. Donc, merci pour votre attention. Je me tourne vers les responsables, les gouvernants. Ils ont la responsabilité d'assurer la protection de tous les Congolais. Et il semble que, selon certains messages, ils se préoccupent de ma sécurité. Je me remets entre les mains des autorités et leur demande de prendre toute l'attention voulue. Maintenant, le dernier message que je vais apporter avant d'aller à la conclusion. Nous savons, et si vous ne savez pas, je vous le rappelle, il y a une coalition des organisations, des ONG, de la société civile qui avait porté plainte pour l'affaire des 14 000 milliards destinés aux générations futures qui auraient, dit-on, disparu, on ne sait pas sous quelle forme, alors qu'on attendait la réalisation des audits de ce compte de stabilisation par la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Un appel a été lancé pour que chaque Congolais qui est conscient, surtout au moment où on parle de cette situation difficile, au moment où le gouvernement lui-même a mis en place une commission pour essayer de renflouer les caisses de l'État. Je lance un appel, puisque je soutiens la démarche de ces ONG, pour que les Congolais apportent un soutien multiforme et en particulier financier à cette démarche. Ce soutien financier permettra à ces ONG de bien soutenir également les conseils qui doivent les aider à suivre cette situation. Et je crois que c'est des aspects particuliers que je voulais aborder. Maintenant, pour terminer, je vais dire une chose simple. Je m'adresse aux gouvernants, je m'adresse aux acteurs politiques principalement, pour leur dire, quand on a voulu changer de constitution dans ce pays, il y a des voix qui se sont élevées pour s'opposer à cela. Il faut qu'on reconnaisse que ces voix, ces personnes, parce que parmi ces personnes, il y a eu beaucoup de morts pour lesquelles nous tenons à rendre un hommage. Mais on n'a pas changé la Constitution pour que ceux qui se battaient pour la changer ne la respectent pas, la violent dans l'impunité totale et favorisent
la corruption, favorise les détournements de fonds publics, favorise la concussion, favorise et ce qu'ils appellent anti-valeurs. Et en le faisant, ils plongent les Congolais dans la souffrance et dans la misère. Et aujourd'hui, les cris s'élèvent de toutes parts. Hier, on pouvait le cacher parce qu'on avait la censure au niveau de la radio. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est très, très difficile de les cacher. Maintenant, revenons au sujet que j'ai abordé. Aujourd'hui, les téléspectateurs, les Congolais savent que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Depuis fort longtemps, il aurait dû être sanctionné par rapport à l'article 31 d'une loi qu'ils ont eux-mêmes votée. La loi numéro 20 du 12 mai 2017 relative aux partis politiques. Et l'article 31 de cette loi dit que, en cas de violation de la loi par tout parti ou groupement politique ou de troubles à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend immédiatement ce parti. Et c'est là que nous nous tournons vers le ministre Mboulou. Et quand le ministre Mboulou prend les textes pour parler des partis conformes ou quoi, mais il fait figurer en première place sur ces textes le Parti congolais du travail, dont il est membre du bureau politique d'ailleurs. Mais maintenant, cela est connu par les Congolais, monsieur le ministre. Cela est connu par les Congolais, monsieur le Premier ministre. Et je rappelle que le Premier ministre, lorsqu'il a présenté son programme d'action gouvernementale, a réitéré sa détermination à réaffirmer l'autorité de l'État. C'est pour ça que les Congolais ne comprennent pas. Vous n'avez pas d'autre décision à prendre que de sanctionner le Parti congolais du travail. C'est tellement flagrant. Je sais que vous êtes coincés parce que vous en êtes membre. Mais ce n'est pas parce que vous êtes membre de ce parti qu'il peut être autorisé à ne pas à violer la loi. Parce qu'il est dit, la loi est dure. Mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous. Donc, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous êtes informé. Vous savez bien que vous avez été injuste dans l'application de ces textes. Il y a eu même un parti pris, mais nous ne revenons pas là-dessus. Nous vous disons tout simplement, aujourd'hui, les Congolais savent ce que vous avez cru être caché, ce n'est plus caché. Sur l'autre aspect, ça me gêne d'en parler. Assez souvent, on dit que Nyerassa fait des déclarations outrancières. Non. La déclaration que je fais se fait sur la base des constats, des éléments, comme ces lettres que j'ai entre mes mains. Et je rappelle, par rapport à ce constat, que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Il ne l'est pas seulement depuis. Il l'est depuis le 14 août 2002, lors de sa prestation de serment. Et cette situation doit être réglée. Parce que le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail et le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. En m'appuyant sur ça, je dis, les Congolais veulent de la paix. Ils ont beaucoup souffert dans ce pays. Ils ont souffert des événements dramatiques que nous avons connus. Aujourd'hui, ils souffrent à cause de la situation économique et financière. De grâce, laissez-les au moins une chose qu'ils apprécient beaucoup, c'est la paix. Et pour qu'ils aient la paix, il faut que les gouvernants prennent conscience qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi est dure, mais elle doit s'appliquer à tous. C'est pour ça que moi, ça ne me gêne pas de rappeler au président de la République que tout doit être mis en œuvre pour qu'il soit en conformité avec la loi. C'est vrai, il me dira,
qu'il y a comme une jurisprudence parce que les années passées, les Congolais ont été silencieux là-dessus. Ils n'ont pas relevé. Mais maintenant, c'est relevé et maintenant, on dit ce n'est plus possible. Donc, c'est sûr, chers téléspectateurs, que j'attire l'attention des Congolais pour dire soyons vigilants, battons-nous pour la paix, adressons-nous aux gouvernants. Je pense qu'ils sont en mesure de régler les problèmes liés à la situation économique, financière et sociale que nous connaissons. Pour cela, il leur faut deux choses. Deux choses. La volonté et le courage politique. Et j'ajouterai une troisième, la capacité de se remettre en cause et de privilégier l'intérêt général sur l'intérêt personnel et égoïste. C'est sur ces mots, chers téléspectateurs, que je termine cette émission en promettant de me retrouver avec vous le samedi 27 juillet. Et j'ose espérer qu'encore une fois, nous aurons un bon thème que nous allons développer à cette occasion. Merci pour votre aimable attention et à notre prochain rendez-vous. À bientôt.